Dans cette partie, nous allons aborder le piqué. Le piqué se caractérise par la sensation de netteté d'une image. Nous dirons d'une photo qui nous paraît bien nette qu'elle a un bon piqué. Le matériel, et plus précisément l'objectif, joue un rôle important dans le piqué de nos photos. Tous les objectifs ne sont pas égaux sur le piqué et certains objectifs ressortent du lot. Les zooms de la série L de chez Canon proposent de très bons résultats en piqué, comme le grand angle 16-35 mm L ou le 17-40 mm L. Mais les objectifs fixes restent une valeur sûre pour avoir un très bon piqué. Dans la plupart des cas, le piqué sera bon au centre et moins bon sur les bords. Nous parlerons alors de bords mous. Prenons comme exemple le 24-105 de la série L sur un 5D Mark III qui est un boîtier plein format. Son piqué sera variable selon sa distance focale et son ouverture comme tout objectif zoom. À 24 mm, l'ouverture qui me proposera le meilleur résultat en piqué sera f9. À f22, le piqué chute et des soucis de diffraction bien sûr apparaissent. Mais pour tirer le meilleur piqué de l'objectif, il faudra une distance focale de 50 mm avec une ouverture à f11. Alors pour connaître les performances de vos objectifs ou futurs objectifs, beaucoup de sites proposent des tests de mire. Cependant, souvenons-nous du chapitre sur la distance focale. Selon la taille du capteur, le champ sera différent. Un objectif comme le 24-105L, qui est monté sur un boîtier Canon EOS 7D équipé d'un capteur APS-C, va tronquer l'image et de ce fait tronquer les bords mous que l'on retrouve sur le plein format. De ce fait, le piqué au centre sera le même, mais sur les bords, il sera meilleur. Il est aussi très important de ne jamais fermer le diaphragme au maximum pour éviter un flou dû à la diffraction. Mais qu'est-ce que la diffraction ? Prenons ces deux petits schémas, on retrouve le diaphragme, le capteur ainsi que la lumière. Lorsque la lumière traverse l'objectif, et plus précisément le diaphragme, cette lumière est diffractée. La lumière se voit bloquée par un obstacle et contraint de passer par un trou plus ou moins gros selon le choix de l'ouverture. Le fait de fermer le diaphragme au maximum génère de la diffraction, en soi une perte de piqué. Comme nous pouvons le voir sur le schéma, à f4 la diffraction reste très acceptable. Par contre, à f22, nous pouvons voir un cercle avec des zones transparentes. Ces zones s'appellent les zones d'extinction. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la diffraction se caractérise par l'écart angulaire qui est l'angle formé par l'axe du centre du diaphragme et de la tâche centrale, et l'axe du centre du diaphragme et du centre de la zone d'extinction. Donc de ce fait, nous serions alors tentés d'ouvrir au maximum pour éviter ce problème, mais à partir de là, d'autres soucis apparaissent comme l'accentuation des aberrations sphériques, des aberrations chromatiques et du vignettage. Il vous faut donc tester ou regarder sur le net les tests effectués sur les mêmes objectifs pour connaître son ouverture optimale. Alors l'objectif joue un rôle important, mais certains réglages peuvent nous permettre d'avoir le meilleur piqué que le matériel peut nous offrir. Commençons avec le premier élément, le trépied. Il est indispensable pour éviter les flous de bouger. Comme nous le voyons sur cette photo, sans trépied, à partir de 1/20 de seconde, un flou de bouger commence à se faire sentir. Il faut préconiser un trépied de bonne fabrication, mais à la fois léger et facile à transporter. On retrouve des trépieds en carbone appréciés des pros, car ils sont très stables mais aussi très légers, cependant une ombre au tableau leur prix. Lors de la mise en place, il vous faut aussi choisir un endroit relativement stable et plat. À savoir que certains trépieds sont équipés d'un petit crochet. Ce crochet vous permet d'accrocher votre sac de transport pour augmenter le poids afin d'améliorer la stabilité du trépied, surtout dans des conditions relativement venteuses. Lors de l'utilisation d'un trépied, il est conseillé de désactiver le stabilisateur optique sur votre objectif s'il en est équipé. Il arrive que le stabilisateur génère un flou en tentant de stabiliser pendant la prise de vue. De plus, le stabilisateur n'apportera rien quand l'appareil est sur trépied. Passons maintenant à un autre élément important, le déclenchement. Lors de la pression sur le déclencheur, l'appareil photo, même sur trépied, a tendance à bouger légèrement, mais suffisamment pour générer un léger flou. Pour éviter cela, deux solutions s'offrent à nous, le retardateur ou la télécommande.
Alors le retardateur vous permet de déclencher la prise de vue sans appuyer sur le déclencheur. Souvent, le retardateur 2 secondes semble être un bon compromis. Deuxième solution, la télécommande. Bien plus conviviale que le retardateur, la télécommande permet de lancer la capture sans toucher le boîtier. Mais permet aussi, en mode B, de dépasser la limite de 30 secondes de temps de pause que l'on retrouve souvent sur certains boîtiers. Le modèle intervallomètre permet de voir entre autres le temps de pause sur un écran digital. Autre point, la sensibilité ISO. Plus l'ISO est élevé, plus la photo perd en qualité. Sur des boîtiers réflexes récents, à 1600 ISO, du bruit peut commencer à apparaître. Ce bruit se présente sous deux formes, le bruit chromatique et le bruit de luminance. Cela est dû à une surcompensation de la lumière réalisée par votre boîtier. Cela permet d'amplifier le signal récupéré par le capteur afin d'avoir une exposition correcte avec un temps de pause plus court. La sensibilité ISO est un atout de taille pour les prises de vue à main levée, mais sur trépied, nous pouvons utiliser des temps de pause plus longs avec une sensibilité ISO au plus bas. Un ISO à 100 nous permet donc d'éviter du bruit qui parasitera la qualité de nos photos. Dernier élément, le miroir. Il peut dans certains cas créer une légère perte de piqué. Mais à quoi sert ce miroir? Le miroir, exclusivement avec des appareils mono-objectifs, en soit un objectif unique pour la visée et la capture, permet de transmettre la lumière au viseur par le biais de sa réflexion, d'où le nom réflexe pour ce type d'appareil photo. Il existe aussi des bi-objectifs, mais ils sont très rares, donc je ne les aborderai pas. Regardons ensemble comment cela se passe dans un appareil réflexe. On retrouve le miroir devant le capteur et lorsque la lumière traverse les lentilles de l'objectif, elle est réfléchie par ce miroir pour se rendre sur le verre de visée dépoli, puis sur une lentille convergente pour finir dans le pentamiroir qui permet de redresser l'image pour être vue à l'endroit. Et enfin, finit sa course dans le viseur. Lors du déclenchement, ce miroir se relève, puis le premier rideau se retire pour exposer le capteur. Dès le temps de pause atteint, le second rideau se met en route et le miroir reprend sa place devant le capteur. Mais quel est le rapport entre le miroir et la netteté? Quand ce miroir se relève pour exposer le capteur, il se relève très rapidement et même très violemment. On entend alors un bruit de claquement caractéristique du réflexe. Quand ce miroir se relève, il génère une vibration qui peut dans certains cas être visible sur la photo par un manque de netteté. Cela sera bien plus visible sur un capteur moyen et plein format ou lors de l'utilisation d'un objectif longue focale. Il existe un moyen d'éviter cet obstacle en activant l'option lever de miroir que vous retrouverez dans le menu de votre boîtier. Dès lors, quand vous appuierez sur le déclencheur, le miroir se relèvera et il restera dans cette position. Puis il vous faudra appuyer une deuxième fois sur le déclencheur pour lancer la prise de vue. Ainsi, le miroir étant déjà relevé à la première pression, il n'effectuera plus de vibrations qui pourraient être gênants pour la netteté de votre prise de vue. Donc voilà pour le tour d'horizon rapide sur le piqué, à savoir que derrière la prise de vue, nous avons des outils qui permettent d'augmenter la netteté. Pour cela, il sera préférable de choisir le format RAW pour vos prises de vue. Comparé au JPEG, le RAW vous permettra d'aller plus loin, que ce soit dans la correction et la netteté. Je vous propose de passer à la suite de ce tutoriel pour aborder rapidement ce format RAW.